L'art de gagner de l'argent. Ou des conseils et des aides pour faire fortune par P.T. Barnum, lu par Randy Scott initialement. Publié en 1882 par J.S. Ogilvy et Co. À titre de clause de non-responsabilité générale. Les points de vue et opinions exprimés dans ce livre appartiennent à l'auteur et peuvent ne pas toujours refléter ceux de Master Key Society ou de ses sociétés affiliées. Cet enregistrement est une production de Master Key Society à des fins de recherche, d'études et de discussion. Aux États-Unis, où nous avons plus de terre que d'habitants, il n'est pas du tout difficile pour des personnes en bonne santé de gagner de l'argent. Dans ce domaine relativement nouveau, il y a tellement de voies de réussite ouvertes, tant de vocations qui ne sont pas encombrées, que toute personne des deux sexes qui est disposée, au moins pour le moment, à s'engager dans n'importe quelle profession respectable, qui l'offre, peut trouver un emploi lucratif. Ceux qui désirent réellement atteindre l'indépendance n'ont qu'à y réfléchir et à adopter les moyens appropriés, comme ils le font, pour tout autre objet qu'ils souhaitent accomplir. Et la chose se fait facilement, mais aussi facile qu'il puisse être de gagner de l'argent. Je suis convaincu que beaucoup de mes lecteurs conviendront que c'est la chose la plus difficile au monde, de le conserver. Le chemin vers la richesse est, comme le dit avec raison le docteur Franklin, aussi simple que le chemin qui mène à l'usine. Cela consiste simplement à dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela semble être un problème très simple. M. Micah Hooper, une de ses heureuses créations du génial Dickens, met le cas sous un jour très clair lorsqu'il dit qu'avoir un revenu de 20 livres par an et dépenser 20 livres et 6 pence, c'est être le plus misérable des hommes, tandis qu'avoir un revenu de 20 livres seulement et ne dépenser que 19 livres et 6 pence, c'est être le plus heureux des mortels. Beaucoup de mes lecteurs diront peut-être: nous comprenons ceci, c'est ça l'économie. Et nous savons que l'économie est la richesse. Nous savons que nous ne pouvons pas manger notre gâteau et le garder aussi. Pourtant, je me permets de dire que peut-être plus de cas des apostrophes échecs résultent d'erreurs sur ce point que sur presque tout autre. Le fait est que beaucoup de gens pensent comprendre l'économie alors qu'en réalité ils ne la comprennent pas. La véritable économie est mal comprise et les gens traversent la vie sans bien comprendre ce qu'est ce principe. Certains disent: j'ai un revenu très élevé. Et voici mon voisin qui a le même. Pourtant, chaque année, il obtient quelque chose d'avance et je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi? Je connais tout en économie. Il pense que oui, mais il ne le fait pas. Nombreux sont ceux qui pensent que l'économie consiste à économiser les morceaux de fromage et les bouts de bougie, à couper dessous de la facture de la blanchisseuse et à faire toutes sortes de petites choses mesquines. L'économie n'est pas une méchanceté. Le malheur est aussi que cette classe de personnes laisse son économie s'orienter dans une seule direction. Ils s'imaginent qu'ils sont si merveilleusement économes, en économisant un demi-penny là où ils devraient dépenser 2 pennies, qu'ils pensent qu'ils peuvent se permettre de le gaspiller dans d'autres directions. Il y a quelques années, avant que l'on découvre l'huile de kérosène, ou qu'on y pense, on pouvait passer la nuit chez presque n'importe quel fermier des districts agricoles et prendre un très bon souper. Mais après le souper, on pouvait essayer de lire dans le salon et c'est impossible avec la lumière inefficace d'une seule bougie. L'hôtesse, voyant son dilemme, disait: c'est assez difficile à lire ici le soir. Le proverbe dit: il faut avoir un navire en mer pour pouvoir allumer 2 bougies à la fois. Nous n'avons jamais de bougies supplémentaires. Sauf lors d'occasions supplémentaires. Ces occasions supplémentaires se produisent peut-être 2 fois par an. De cette façon, la bonne femme économise 5, 6
ou 10 $ pendant cette période. Mais les informations qui pourraient être tirées de la lumière supplémentaire dépasseraient, bien sûr, de loin une tonne de bougies. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Se sentant si économe en bougies de suif, elle pense pouvoir se permettre d'aller fréquemment au village et de dépenser 20 ou 30 $ en rubans et en furbeloses, dont beaucoup ne sont pas nécessaires. Cette fausse économie se voit fréquemment chez les hommes d'affaires. Et dans ces cas-là, elle se résume souvent au papier à lettres. Vous trouvez de bons hommes d'affaires qui conservent toutes les vieilles enveloppes et tous les restes, et qui ne déchireraient pour rien au monde une nouvelle feuille de papier. S'ils pouvaient l'éviter, tout cela est très bien. Ils peuvent ainsi économiser 5 ou 10 $ par an. Mais étant si économes, uniquement en papier à lettres, ils pensent pouvoir se permettre de perdre du temps, organiser des fêtes coûteuses et conduire leur voiture. Ceci est une illustration de l'idée du docteur Franklin d'économiser au robinet et de gaspiller à la bonde. 1 centime et 1 centime. Ponche, en parlant de cette idée unique, dit: ils sont comme l'homme qui a acheté un hareng d'1 sou pour le dîner de sa famille, et qui a ensuite embauché un carrosse et 4 pour le ramener à la maison. Je n'ai jamais connu un homme qui réussisse en pratiquant ce genre d'économie. La véritable économie consiste à toujours faire en sorte que les revenus dépassent les dépenses. Porter les vieux vêtements un peu plus longtemps si nécessaire. Se passer de la nouvelle paire de gants. Raccommoder votre vieille robe. Vivez de nourriture plus simple s'il le faut, de sorte qu'en toutes circonstances, à moins d'accidents imprévus, il y aura une marge en faveur du revenu. 1 sou ici et 1 $ là, placé à intérêt, continue à s'accumuler. Et de cette manière le résultat souhaité est atteint. Il faut peut-être une certaine formation pour réaliser cette économie. Mais une fois habitué, vous constaterez qu'il y a plus de satisfaction à épargner rationnellement qu'à dépenser irrationnellement. Voici une recette que je recommande. J'ai trouvé qu'elle était un excellent remède contre l'extravagance. Et surtout contre les erreurs d'économie. Quand vous constatez que vous n'avez pas de surplus à la fin de l'année, et que vous avez pourtant de bons revenus, je vous conseille, vous devez prendre quelques feuilles de papier, en faire un livre et noter chaque poste de dépense. Postez-le chaque jour ou chaque semaine dans 2 colonnes. L'une intitulée « Nécessaire » ou même « Confort » et l'autre intitulée « Luxe ». Et vous constaterez que cette dernière colonne sera double, triple et souvent 10 fois supérieure à la ancienne. Le véritable confort de la vie ne coûte qu'une petite partie de ce que la plupart d'entre nous peuvent gagner. Le docteur Franklin dit, ce sont les yeux des autres, et non nos propres yeux qui nous ruinent. Si tout le monde était aveugle sauf moi, je ne me soucierais pas des beaux vêtements ou des beaux meubles. C'est la peur de ce que Madame Grundy pourrait dire, qui maintient le nez de nombreuses familles dignes sur le devant de la scène. Beaucoup de gens aiment répéter, nous sommes tous libres et égaux. Mais c'est une grave erreur à plus d'un titre. La véritable économie ne consiste pas à essayer obtenir quelque chose de valeur réelle pour rien et ainsi voler à quelqu'un ce qui a coûté de l'énergie et de l'argent. L'incident suivant illustrera la déclaration ci-dessus. Un diacre d'église a demandé à M. Barnum un laissez-passer pour visiter les quartiers d'hiver. Le showman vétéran a répondu: des laissez-passer gratuits sont joués. Nous n'en délivrons jamais un pour le grand spectacle. Sauf aux rédacteurs, aux ecclésiastiques ou aux asiles d'orphelins, ou à toute personne qui nous rend un service équivalent. D'une manière ou d'une autre, aucun spectacle ne peut rester à l'écart. Personne n'entrera dans les quartiers d'hiver, sauf les rédacteurs ou, dans des cas très particuliers, mes partenaires ou moi-même qui les accompagnons.
Sans une telle précaution, il y a un danger pour les animaux sauvages, qui ne sont pas soigneusement éliminés des passants, comme dans nos expositions publiques. D'ailleurs, des étrangers dérangent les dresseurs de nos animaux et font retarder le travail de nos nombreux ouvriers. Est-ce que cela ne va pas trop loin dans vos restrictions? Demanda le diacre. Peut-être le pensez-vous, répondit Barnum. Et comme vous aimez généralement l'autorité biblique pour tout, je vous présente cette carte imprimée pour y réfléchir. La carte disait ce qui suit. Passe gratuit. En ces jours-là, aucun laissez-passer n'était donné. Sondez les Écritures, tu ne passeras pas. Nombre. Chapitre 20, verset 18, ne permettez à personne de passer. Juge. Chapitre 3, verset 28, les méchants ne passeront pas. Plus passer. Nahum. Chapitre 1, verset 15, personne ne passera. Isaïe. Chapitre 34, verset 10, cette génération ne passera pas. Marc 14. Verset 30, gardez-vous de ne pas passer. Deuxième roi. Chapitre 6. Verset 9, aucun étranger ne passera. Joël. Chapitre 3. Verset 17, aucun fils de l'homme ne passera. Jérémie. Chapitre 51. Verset 43, personne ne peut passer à cause des bêtes. Ézéchiel. Chapitre 14. Verset 15, même s'ils rugissent, ils ne peuvent passer. Jérémie. Chapitre 5. Verset 22, alors il paya la foire et s'en alla. Jonas. Chapitre 1. Verset 3 que nous soyons nés, libres et égaux, est une vérité glorieuse dans un sens. Mais nous ne sommes pas tous nés également riches. Et nous ne le serons jamais. On peut dire, il y a un homme qui a un revenu de 50 000 $ par an, alors que je n'ai que 1 000 $. J'ai connu cet homme quand il était pauvre comme moi. Maintenant il est riche et pense qu'il est meilleur que moi. Je le ferai, montre-lui que je suis aussi bon que lui. J'irai acheter un cheval et une voiturette. Non, je ne peux pas faire ça. Mais j'irai en louer un et je roulerai cet après-midi sur la même route que lui, et prouverai ainsi pour lui que je suis aussi bon que lui. Mon ami, vous n'avez pas besoin de vous donner cette peine. Vous pouvez facilement prouver que vous êtes aussi bon que lui. Il suffit de se comporter aussi bien que lui. Mais vous ne pouvez faire croire à personne que vous êtes riche comme lui. D'ailleurs, si vous prenez ces airs, si vous perdez votre temps et dépensez votre argent, votre pauvre femme sera obligée de se frotter les doigts à la maison, et de lui acheter du thé 2 onces à la fois, et tout le reste en proportion, afin que vous puissiez préserver les apparences et, après tout, ne tromper personne. D'un autre côté, Madame Smith peut dire que son voisin d'à côté a épousé Johnson pour son argent. Et, tout le monde le dit. Elle a un joli châle en poil de chameau d'une valeur de 1 000 $. Et elle demandera à Smith de lui en acheter une imitation. Et elle s'assiera sur un banc, juste à côté de son voisin à l'église, afin de prouver qu'elle est son égale. Ma bonne femme, vous n'avancerez pas dans le monde, si votre vanité et votre envie prennent ainsi le dessus. Dans ce pays, où nous croyons que la majorité devrait gouverner, nous ignorons ce principe en matière de mode et laissons une poignée de gens se faisant appeler l'aristocratie, imposer un faux standard de perfection et, en s'efforçant de s'élever à ce standard, nous nous maintenons constamment pauvres, tout le temps à creuser pour le bien des apparences extérieures. Combien plus sage d'avoir une loi pour nous-mêmes, et de dire, nous régulerons nos dépenses en fonction de nos revenus et préparons quelque chose pour les jours difficiles. Les gens devraient être aussi sensés lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent que sur tout autre sujet. Des causes semblables produisent des effets semblables. On ne peut pas accumuler une fortune en empruntant le chemin qui mène à la pauvreté. Il n'est pas besoin de prophète pour nous dire que ceux
qui vivent pleinement selon leurs moyens, sans penser à un revers dans cette vie, ne pourront jamais atteindre une indépendance pécuniaire. Les hommes et les femmes habitués à satisfaire tous les caprices auront du mal, au début, à réduire leurs diverses dépenses inutiles, et ressentiront une grande abnégation que de vivre dans une maison plus petite que celle à laquelle ils sont habitués, avec des meubles moins chers, moins de compagnie, des vêtements moins coûteux, moins de domestiques, moins de bals, de fêtes, de théâtres, de promenades en calèche, d'excursions de plaisir, de cigarettes, de boissons alcoolisées et autres extravagances. Mais, après tout, s'il essaye de constituer un pécule, ou, en d'autres termes, une petite somme d'argent, à intérêt ou judicieusement investie dans la terre, ils seront surpris du plaisir d'être. Ils proviennent de l'ajout constant à leur petit tas, ainsi que de toutes les habitudes économiques engendrées par ce cours. Le vieux costume, le vieux bonnet, et la vieille robe répondront pour une autre saison. Le croton ou l'eau de source ont meilleur goût que le champagne. Un bain froid et une marche rapide s'avéreront plus exaltantes qu'une promenade dans le meilleur carrosse. Une conversation sociale, une soirée de lecture en famille ou une heure de jeu de chasse à la pantoufle, et Colin Maillard, seront bien plus agréables qu'une fête à 50 ou 500 $. Lorsque la réflexion sur la différence de coût est appréciée par ceux qui commencent à connaître les plaisirs de l'épargne, des milliers d'hommes restent pauvres, et des dizaines de milliers le sont après avoir acquis suffisamment de ressources pour bien subvenir à leurs besoins tout au long de leur vie, en raison d'un plan de vie trop large. Certaines familles dépensent 20 000 $ par an, d'autres beaucoup plus, et sauraient à peine comment vivre avec moins, tandis que d'autres obtiennent souvent une jouissance plus solide avec un 20e de cette somme. La prospérité est une épreuve plus grave que l'adversité. En particulier la prospérité soudaine. Facile à venir, facile à partir, est un proverbe ancien et vrai. Un esprit d'orgueil et de vanité, lorsqu'on lui permet d'exercer pleinement son influence, est le ver éternel qui ronge les organes vitaux des biens matériels d'un homme. Qu'il soit petit ou grand, des centaines ou des millions. Beaucoup de gens, à mesure qu'ils commencent à prospérer, élargissent immédiatement leurs idées et commencent à dépenser pour le luxe. Jusqu'à ce que, peu de temps après, leurs dépenses engloutissent leurs revenus, et ils se ruinent dans leurs tentatives ridicules pour sauver les apparences et faire sensation. Je connais un homme fortuné qui dit que, lorsqu'il commencerait à prospérer, sa femme aurait un canapé neuf et élégant. Ce canapé, dit-il, m'a coûté 30 000 $. Lorsque le canapé arriva dans la maison, il fut nécessaire de lui procurer des chaises assorties, puis des buffets, des tapis et des tables, pour correspondre avec eux, et ainsi de suite dans tout le stock de meubles. Quand enfin on s'aperçut que la maison elle-même était bien trop petite et trop démodée pour les meubles, et qu'on en construisit une nouvelle pour correspondre aux nouveaux achats. Ainsi, ajouta mon ami, résumant une dépense de 30 000 $, causée par ce seul canapé, et m'ayant scellé, sous forme de domestique, d'équipement et les dépenses nécessaires liées à l'entretien d'un bel établissement. Double. Une dépense annuelle de 11 000 $. Et une somme serrée en plus. Alors qu'il y a 10 ans, nous vivions avec beaucoup plus de confort réel. Parce qu'avec beaucoup moins de soins. Sur autant de centaines. La vérité est, continua-t-il, ce canapé m'aurait conduit à une faillite inévitable. Si un titre de prospérité sans exemple ne m'avait maintenu au-dessus de lui. Et si je n'avais pas réprimé le désir naturel de faire un élan. Le fondement du succès dans la vie est une bonne santé. C'est la fortune du substrat.
C'est aussi la base du bonheur. Une personne ne peut pas très bien accumuler une fortune. Lorsqu'elle est malade, il n'a aucune ambition, aucune incitation, pas de force. Bien sûr, il y a ceux qui sont en mauvaise santé, et qui ne peuvent rien y faire. On ne peut pas s'attendre à ce que de telles personnes puissent accumuler des richesses. Mais il y en a un grand nombre en mauvaise santé qui n'ont pas besoin de le faire. Si donc une bonne santé est la base du succès et du bonheur dans la vie, combien il est important que nous étudions les lois de la santé, qui ne sont qu'une autre expression des lois de la nature. Plus nous nous rapprochons des lois de la nature, plus nous nous rapprochons de la bonne santé. Et pourtant combien de personnes ne prêtent aucune attention aux lois naturelles, mais les transgressent absolument, même contre leur propre inclination naturelle. Nous devons savoir que le péché de l'ignorance n'est jamais sous-estimé en ce qui concerne la violation des lois de la nature. Leur infraction entraîne toujours la pénalité. Un enfant peut mettre son doigt dans les flammes, sans savoir qu'il va brûler, et ainsi souffrir. Le repentir, même, n'arrêtera pas l'intelligent. Beaucoup de nos ancêtres connaissaient très peu le principe de la ventilation. Ils ne savaient pas grand-chose sur l'oxygène, quels que soient les autres djinns qu'ils connaissaient. Et par conséquent ils construisaient leur maison avec de petites chambres à coucher de 7 pieds sur 9. Et ces bons vieux puritains pieux s'enfermaient dans une de ces cellules, disaient leurs prières et se couchaient. Le matin, ils rendaient dévotement grâce pour la préservation de leur vie pendant la nuit. Et personne n'avait de meilleure raison d'être reconnaissant. Probablement une grosse fissure dans la fenêtre ou dans la porte a laissé entrer un peu d'air frais et les a ainsi sauvés. De nombreuses personnes violent sciemment les lois de la nature contre leur meilleure impulsion, au nom de la mode. Par exemple, il est une chose que tout être vivant, à l'exception d'un vil ver, n'a jamais aimé naturellement. C'est le tabac. Pourtant, combien de personnes cultivent délibérément un appétit contre nature et surmontent cette aversion implantée pour le tabac, à un tel degré qu'elles en arrivent à l'aimer. Ils se sont emparés d'une mauvaise herbe venimeuse et immonde, ou plutôt qui les saisit fermement. Voici des hommes mariés qui courent crachant du jus de tabac sur les tapis et les parquets, et parfois même sur leurs femmes d'ailleurs. Ils ne chassent pas leurs femmes à la porte, comme des hommes ivres. Mais leurs femmes, j'en suis sûr, souhaitent souvent être hors de la maison. Un autre trait périlleux est que cet appétit artificiel, comme la jalousie, grandit par ce dont il se nourrit. Lorsque vous aimez ce qui n'est pas naturel, un appétit plus fort pour la chose nuisible se crée que le désir naturel pour ce qui est inoffensif. Il existe un vieux proverbe qui dit que l'habitude est une seconde nature, mais une habitude artificielle est plus forte que la nature. Prenons par exemple un vieux mâcheur de tabac. Son amour pour la chic est plus fort que son amour pour n'importe quel type de nourriture en particulier. Il peut abandonner le roast-beef plus facilement que l'herbe. Les jeunes garçons regrettent de ne pas être des hommes. Ils voudraient coucher les garçons et réveiller les hommes. Et pour y parvenir, ils copient les mauvaises habitudes de leurs aînés. Les petits Tommy et Johnny voient leur père ou leurs oncles fumer la pipe et ils disent: si seulement je pouvais faire cela, je serais aussi un homme. L'oncle John est sorti et a laissé sa pipe de tabac. Essayons-le. Ils prennent une allumette, l'allument, puis tirent une bouffée. Nous allons apprendre à fumer. Est-ce que tu aimes ça, Johnny? Ce garçon répond tristement: pas grand-chose. C'est amer. Peu à peu il pâlit. Mais il persiste et il offre bientôt un sacrifice sur l'autel de la mode. Mais les garçons s'y tiennent et persévèrent jusqu'à ce qu'enfin ils conquièrent leurs appétits naturels et deviennent les victimes des goûts acquis. Je parle, selon les règles. Car j'en ai remarqué
Les effets sur moi-même. Étant allé jusqu'à fumer 10 ou 15 cigares par jour. Bien que je n'ai pas consommé d'herbe au cours des 14 dernières années et que je ne le ferai plus. Jamais. Plus un homme fume, plus il a envie de fumer. Le dernier cigare fumé excite simplement le désir d'un autre. Et ainsi de suite sans cesse. Prenez le mâcheur de tabac. Le matin, quand il se lève, il met une chic dans sa bouche et l'y garde toute la journée, ne la sortant jamais que pour l'échanger contre une nouvelle, ou lorsqu'il va manger. Oh, oui, à intervalles réguliers pendant la journée et le soir. De nombreux mâcheurs sortent la chic et la tiennent dans sa main assez longtemps pour en prendre un verre, puis la faire éclater repart. Cela prouve simplement que l'appétit pour le rhum est encore plus fort que celui pour le tabac. Quand le mâcheur de tabac se rend dans votre campagne et que vous lui montrez votre vignoble, votre fruiterie et les beautés de votre jardin, lorsque vous lui offrez des fruits frais et mûrs et que vous lui dites: Mon ami, j'ai ici le plus des pommes, des poires, des pêches et des abricots délicieux. Je les ai importés d'Espagne, de France et d'Italie. Voyez ces raisins succulents. Il n'y a rien de plus délicieux ni de plus sain que les fruits mûrs. Alors servez-vous. Faites-vous plaisir avec ces choses. Il roulera la chair chic sous sa langue et répondra: Non, je vous remercie. J'ai du tabac dans la bouche. Son palais est devenu narcotisé par l'apostrophe herbe nuisible et il a perdu, dans une grande mesure, le goût délicat et enviable des fruits. Cela montre à quelles habitudes coûteuses, inutiles et préjudiciables les hommes vont se lancer. Je parle par expérience. J'ai fumé jusqu'à ce que je tremble comme une feuille de tremble, que le sang me monte à la tête et que j'ai eu des palpitations de cœur que je pensais être une maladie cardiaque, jusqu'à ce que j'ai failli être tué de peur. Lorsque j'ai consulté mon médecin, il m'a dit des apostrophes: Arrêtez de fumer. Non seulement je nuisais à ma santé et dépensais beaucoup d'argent, mais je donnais le mauvais exemple. J'ai obéi à ses conseils. Aucun jeune homme au monde n'a jamais été aussi beau que je le pensais, derrière un cigare à 1500 ou une écume de mer. Ces remarques s'appliquent avec une force décuplée à l'usage des boissons enivrantes. Pour gagner de l'argent, il faut avoir un cerveau clair. Un homme doit comprendre que 2 et 2 font 4. Il doit établir tous ses plans avec réflexion et prévoyance, et examiner de près tous les détails ainsi que les tenants et les aboutissants des affaires. De même qu'aucun homme ne peut réussir en affaires s'il n'a pas un cerveau qui lui permet d'élaborer ses plans et une raison qui le guide dans leur exécution. De même, peu importe avec quelle générosité un homme peut être doté d'intelligence, si le cerveau est confus et son jugement faussé par les boissons enivrantes, il lui est impossible de mener ses affaires avec succès. Que de bonnes occasions sont passées pour ne jamais revenir. Pendant qu'un homme sirotait un verre social avec son ami, que de marchés insensés ont été conclus sous l'influence du nervin, qui fait momentanément croire à sa victime qu'elle est riche. Combien d'occasions importantes ont été reportées à demain, puis à jamais, parce que la coupe du vin a plongé le système dans un état de lassitude, neutralisant les énergies si essentielles au succès en affaires. En vérité, le vin est moqueur. L'usage de boissons enivrantes comme boisson est tout autant un engouement que le fait de fumer est l'apostrophe opium par les Chinois. Et la première est tout aussi destructrice pour le succès de l'apostrophe homme d'affaires que la seconde. C'est un mal absolu, totalement indéfendable, à la lumière de la philosophie, la religion ou le bon sens. C'est le parent de presque tous les autres maux. Dans notre pays, ne vous trouvez pas sur votre vocation. Le plan le plus sûr et le plus sûr de succès pour le jeune homme qui débute dans la vie.
est de choisir la vocation qui correspond le mieux à ses goûts. Les parents et tuteurs sont souvent trop négligents à cet égard. Il est très courant qu'un père dise, par exemple, j'ai 5 garçons. Je ferai de Billy un ecclésiastique, de John un avocat, de Tom un médecin et de Dick un agriculteur. Il se rend ensuite en ville et regarde ce qu'il va faire de Sammy. Il rentre chez lui et dit, Sammy, je vois que l'horlogerie est une belle affaire distinguée. Je pense que je vais faire de toi un orfèvre. Il fait cela, quels que soient les penchants naturels ou le génie de Sam. Il ne fait aucun doute que nous sommes tous nés dans un but sage. Il y a autant de diversité dans notre cerveau que dans nos visages. Certains sont nés mécaniciens naturels, tandis que d'autres ont une grande aversion pour les machines. Laissez une douzaine de garçons de 10 ans se réunir. Et vous en verrez bientôt 2 ou 3, tailler, quelque appareil ingénieux. Travailler avec des serrures ou des machines compliquées. Alors qu'ils n'avaient que 5 ans. Leur père ne trouvait aucun jouet qui leur plaise comme un puzzle. Ce sont des mécanismes naturels. Mais les 8 ou 9 autres garçons ont des aptitudes différentes. J'appartiens à cette dernière classe. Je n'ai jamais eu le moindre amour pour le mécanisme. Au contraire, j'ai une sorte d'aversion pour les machines compliquées. Je n'ai jamais eu assez d'ingéniosité pour tailler un robinet de cidre afin qu'il ne coule pas. Je n'ai jamais pu fabriquer un stylo avec lequel écrire, ni comprendre le principe d'une machine à vapeur. Si un homme prenait un garçon comme moi, et essayait d'en faire un horloger, le garçon pourrait, après un apprentissage de 5 ou 7 ans, être capable de démonter et de remonter une montre. Mais toute sa vie, il travaillerait en montagne et saisirait toutes les excuses pour abandonner son travail et perdre son temps. L'horlogerie lui répugne, à moins qu'un homme ne se lance dans la vocation qui lui est destinée par nature et qui convient le mieux à son génie particulier. Il ne peut réussir. Je suis heureux de croire que la majorité des personnes trouvent effectivement leur vocation. Pourtant, nous en voyons beaucoup qui se sont trompés sur leur vocation. Depuis le forgeron, ou le bas, jusqu'à l'ecclésiastique. Vous verrez, par exemple, cet extraordinaire linguiste, le savant forgeron, qui aurait dû être professeur de langue. Et vous avez peut-être vu des avocats, des médecins et des ecclésiastiques mieux adaptés par nature à l'enclume ou au lapstone. Sélectionnez le bon endroit. Après avoir obtenu la bonne vocation, vous devez faire attention à sélectionner le bon emplacement. Vous êtes peut-être fait pour être hôtelier. Et on dit qu'il faut un génie pour savoir comment tenir un hôtel. Vous pourriez diriger un hôtel comme sur des roulettes. Et subvenir aux besoins de 500 invités chaque jour de manière satisfaisante. Cependant, si vous deviez installer votre maison dans un petit village où il n'y a ni communication ferroviaire ni transport public, cet emplacement serait votre ruine. Il est tout aussi important de ne pas démarrer votre activité là où il y en a déjà suffisamment pour répondre à toutes les demandes dans le même métier. Je me souviens d'un cas qui illustre ce sujet. Quand j'étais à Londres en 1858, je quittais Holborn avec un ami anglais et je venais au Penny Show. Ils avaient d'immenses dessins animés à l'extérieur, décrivant les merveilleuses curiosités à voir, le tout pour un sou. Étant moi-même un peu dans la file d'attente, j'ai dit, entrons ici. Nous nous sommes vite retrouvés en présence de l'illustre showman, et il s'est avéré être l'homme le plus pointu que j'ai jamais rencontré dans ce domaine. Il nous a raconté des histoires extraordinaires sur ces dames barbues, ces albinos et ces tatous, auxquels nous avions du mal à croire. Mais estimions qu'il valait mieux y croire que chercher des preuves. Il a finalement supplié d'attirer notre attention sur
des statues de cire et nous a montré bon nombre des figures de cire les plus sales et les plus crasseuses imaginables. Ils avaient l'air de n'avoir pas vu d'eau depuis le déluge. Qu'y a-t-il de si merveilleux dans votre statuaire? J'ai demandé. Je vous prie de ne pas parler de manière aussi satirique. Répondit-il. Monsieur, ce ne sont pas les figures de cire de Madame Tussaud, toutes recouvertes de dorures, de guirlandes, et d'imitations de diamants, et copiées à partir de gravures et de photographies. Les miennes, monsieur, ont été prises sur le vif. Chaque fois que vous regardez l'une de ces figures, vous pouvez considérer que vous regardez l'individu vivant. En les regardant avec désinvolture. J'en ai vu un intitulé Henri VIII. Et me sentant un peu curieux en voyant qu'il ressemblait à Calvin Edson. Le squelette vivant. J'ai dit. Appelez-vous cela, Henri VIII? Il a répondu. Certainement. Monsieur. Il a été retiré de la vie à Hampton Court. Par ordre spécial de Sa Majesté. Un tel jour. Il m'aurait donné l'heure du jour-ci. J'avais insisté. J'ai dit. Tout le monde connaît ce Henri VIII. Était un vieux roi très gros. Et cette silhouette est maigre et dégingandée. Que dites-vous de cela? Eh bien, répondit-il. Vous seriez vous-même maigre maigre si vous restiez assis là aussi longtemps que lui. Il était impossible de résister à de tels arguments. J'ai dit à mon ami anglais. Sortons. Ne lui dis pas qui je suis. Je montre la plume blanche. Il me bat. Il nous suivit jusqu'à la porte et, voyant la populace dans la rue, il cria. Mesdames et messieurs, je vous prie d'attirer votre attention sur le caractère respectable de mes visiteurs. Nous désignions alors que nous nous éloignions. Je lui rendis visite quelques jours après. Je lui ai dit qui j'étais et je lui ai dit. Mon ami, tu es un excellent showman. Mais tu as choisi un mauvais endroit. Il répondit. C'est vrai, monsieur. J'ai l'impression que tous mes talents sont gaspillés. Mais que puis-je faire? Vous pouvez aller en Amérique. Répondis-je. Vous pouvez donner libre cours à vos facultés. Là-bas, vous trouverez beaucoup de marge de manœuvre en Amérique. Je vous engagerai pour 2 ans. Après cela vous pourrez partir pour votre propre compte. Il a accepté mon offre et est resté 2 ans. Dans mon musée de New York. Il s'est ensuite rendu à la Nouvelle-Orléans et a exercé une activité de spectacle itinérant pendant l'été. Aujourd'hui, il vaut 60 000 $. Simplement parce qu'il a choisi la bonne vocation et qu'il a également obtenu le bon emplacement. Le vieux proverbe dit, 3 enlèvements sont aussi mauvais qu'un feu. Mais lorsqu'un homme est dans le feu, peu importe la rapidité et la fréquence avec laquelle il s'en va. Évitez la dette. Les jeunes hommes qui débutent dans la vie devraient éviter de s'endetter. Il n'y a pratiquement rien qui tire une personne vers le bas comme la dette. C'est une position servile. Et pourtant nous trouvons de nombreux jeunes hommes, à peine sortis de leur adolescence, endettés. Il rencontre un ami et lui dit. Regardez ça. On m'a fait confiance pour un nouveau costume. Il semble considérer les vêtements comme étant donnés. Eh bien, c'est souvent le cas. Mais s'il réussit à payer et qu'on lui fasse à nouveau confiance, il adopte une habitude qui le maintiendra dans la pauvreté toute sa vie. La dette prive un homme de son estime de soi et le pousse presque à se mépriser. Grognant et gémissant et travaillant pour ce qu'il a mangé ou épuisé. Et maintenant, quand on lui demande de payer, il n'a rien à montrer pour son argent. C'est ce qu'on appelle à juste titre, travailler pour un cheval mort. Je ne parle pas des commerçants qui achètent et vendent à crédit, ni de ceux qui achètent à crédit afin de rentabiliser leur achat. Le vieux Quaker dit à son fils de fermier. John, on ne te fait jamais confiance. Mais si on te fait confiance pour quelque chose, que ce soit pour du fumier, car cela t'aidera à le rembourser à nouveau. M.
Beecher a conseillé aux jeunes hommes de s'endetter, s'ils le pouvaient, jusqu'à un petit montant, pour l'achat de terres, dans les régions rurales. Si un jeune homme, dit-il, s'endette seulement pour une terre et se marie ensuite, ces deux choses le maintiendront droit. Ou, rien ne le fera. Cela peut être sûr dans une certaine mesure. Mais il faut éviter de s'endetter pour ce que vous mangez, buvez et portez. Certaines familles ont la stupide habitude d'obtenir du crédit dans les magasins et achètent ainsi fréquemment beaucoup de choses dont on aurait pu se passer. C'est très bien de le dire. On m'a fait confiance depuis 60 jours. Et si je n'ai pas l'argent, le créancier n'y pensera pas. Il n'existe aucune classe de personnes au monde qui ait une aussi bonne mémoire que celle des créanciers. Une fois les 60 jours écoulés, vous devrez payer. Si vous ne payez pas, vous romprez votre promesse et recourez probablement à un mensonge. Vous pouvez trouver une excuse ou vous endetter ailleurs pour le payer, mais cela ne vous concerne que plus profondément. L'apprenti Horatio était un beau jeune homme paresseux. Son employeur lui a demandé: Horatio, as-tu déjà vu un escargot? Je pense que je l'ai fait, dit-il d'une voix traînante. Vous avez dû le rencontrer à ce moment-là, car je suis sûr que vous n'en avez jamais dépassé un, dit le patron. Votre créancier vous rencontrera ou vous rattrapera et vous dira: Maintenant, mon jeune ami, vous avez accepté de me payer. Vous ne l'avez pas fait. Vous devez me donner votre note. Vous donnez la note d'intérêt et elle commence à jouer contre vous. C'est un cheval mort. Le créancier se couche le soir et se réveille le matin mieux que lorsqu'il se retirait, car ses intérêts ont augmenté pendant la nuit. Mais vous vous appauvrissez pendant que vous dormez, car les intérêts s'accumulent contre vous. L'argent est, à certains égards, comme le feu. C'est un très excellent serviteur mais un terrible maître. Quand vous l'avez maîtrisé, lorsque les intérêts s'accumulent constamment contre vous, ils vous maintiennent dans le pire type d'esclavage. Mais laissez l'argent travailler pour vous, et vous aurez le serviteur le plus dévoué du monde. Ce n'est pas un serviteur oculaire. Il n'y a rien d'animé ou d'inanimé qui fonctionnera aussi fidèlement que l'argent lorsqu'il est placé à intérêt et bien sécurisé. Il fonctionne de jour comme de nuit, par temps humide ou sec. Je suis né dans l'État du Connecticut, où les vieux puritains avaient des lois si rigides qu'on disait. Ils infligeaient une amende à un homme qui avait embrassé sa femme le dimanche. Pourtant, ces vieux puritains riches auraient des milliers de dollars à intérêt. Et le samedi soir, ils vaudraient une certaine somme. Le dimanche, ils allaient à l'église et accomplissaient tous les devoirs d'un chrétien. Au réveil le lundi matin, ils se retrouveraient considérablement plus riches que le samedi soir précédent. Tout simplement parce que leur argent placé à intérêt avait fidèlement fonctionné pour eux toute la journée du dimanche. Conformément à la loi. Ne laissez pas cela jouer contre vous. Si vous le faites, vous n'avez aucune chance de réussir dans la vie en ce qui concerne l'argent. John Randolph, l'excentrique virginien, s'est un jour exclamé au Congrès: Monsieur le Président, j'ai découvert la pierre philosophale, payée au fur et à mesure. C'est, en effet, plus proche de la pierre philosophale qu'aucun alchimiste n'y est jamais parvenu. Persévérer. Lorsqu'un homme est sur la bonne voie, il doit persévérer. Je parle de cela parce qu'il y a des personnes qui naissent fatiguées, naturellement paresseux et ne possédant ni autonomie ni persévérance. Mais ils peuvent cultiver ces qualités. Comme l'a dit Davy Crockett. Rappelez-vous cette chose. Quand je serai mort, assurez-vous d'avoir raison. Puis allez-y. C'est cette ouverture d'esprit, cette détermination à ne pas se laisser envahir par les horreurs ou le blues, pour vous faire relâcher vos énergies dans la lutte pour l'indépendance, qu'il vous faut cultiver.
Combien ont presque atteint le but de leur ambition, mais, perdant confiance en eux-mêmes, ont relâché leurs énergies et le prix en or a été perdu à jamais. C'est sans doute souvent vrai. Comme le dit Shakespeare, il y a une marée dans les affaires des hommes qui, prise au déluge, mène à la fortune. Si vous hésitez, une main plus audacieuse se tendra devant vous et remportera le prix. Souvenez-vous du proverbe de Salomon. Celui qui agit avec une main molle s'appauvrit, mais la main de celui qui est diligent enrichit. La persévérance n'est parfois qu'un autre mot pour désigner l'autonomie. Beaucoup de personnes regardent naturellement le côté sombre de la vie et empruntent des ennuis. Ils sont nés ainsi. Alors ils demandent conseil. Et ils seront gouvernés par un vent et soufflés par un autre. Et ne pourront plus compter sur eux-mêmes. Tant que vous n'êtes pas parvenu à pouvoir compter sur vous-même, vous n'avez pas besoin d'espérer réussir. J'ai connu personnellement des hommes qui ont essuyé des revers pécuniaires et se sont complètement suicidés. Parce qu'ils pensaient ne jamais pouvoir surmonter leur malheur. Mais j'en ai connu d'autres qui ont rencontré des difficultés financières plus graves et qui les ont surmontées grâce à une simple persévérance. Aidés par la ferme conviction qu'ils agissaient justement et que la Providence vaincra le mal par le bien. Vous verrez cela illustré dans n'importe quelle sphère de la vie. Prenez deux généraux, tous deux comprenant la tactique militaire, tous deux formés à West Point. S'il vous plaît, tous deux également doués. Cependant l'un ayant ce principe de persévérance, et l'autre le manquant. Le premier réussira dans sa profession, tandis que le second échouera. On peut entendre le cri. L'ennemi arrive. Et ils ont des canons. Vous avez du canon? Dit le général hésitant. Oui. Alors arrêtez tout le monde. Il veut du temps pour réfléchir. Son hésitation est sa ruine. L'ennemi passe sans être inquiété ou l'accable. Tandis que, d'un autre côté, le général courageux, persévérant et sûr de lui-même, va au combat avec volonté et, au milieu du fracas des armes, du grondement du canon, des cris des blessés et des gémissements des mourants, vous verrez cet homme persévérer, avancer, se frayer un chemin, avec une détermination inébranlable et inspirer ses soldats à des actes de courage, de bravoure et de triomphe. Quoi que vous fassiez, faites-le de toutes vos forces. Travaillez-y, s'il le faut, tôt et tard, à saison et à contre-saison, sans rien négliger et sans jamais différer d'une seule heure, ce qui peut aussi bien être fait. Maintenant, le vieux proverbe est plein de vérité et de sens. Tout ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait. Beaucoup d'hommes acquièrent une fortune en faisant bien leurs affaires, tandis que leur voisin reste pauvre toute sa vie, parce qu'il ne les fait qu'à moitié. L'ambition, l'énergie, l'industrie, la persévérance sont des conditions indispensables pour réussir en affaires. La fortune sourit toujours au bravé. N'êtes jamais celui qui ne cède pas lui-même. Il ne sert à rien de passer votre temps, comme M. Mika Hubert, à attendre que quelque chose se présente. Pour ces hommes, l'une des deux choses suivantes apparaît habituellement: l'hospice ou la prison, car l'oisiveté engendre de mauvaises habitudes et habille l'homme de haillons. Le pauvre vagabond dépensier dit à un homme riche: j'ai découvert qu'il y a assez d'argent dans le monde pour nous tous. S'il était partagé également, il faut le faire, et nous serons tous heureux ensemble. Mais, fut la réponse, si tout le monde était comme vous, cela serait dépensé en 2 mois. Et que feriez-vous alors? Oh, divisez encore. Continuez à diviser. Bien sûr. Je lisais récemment dans un journal de Londres le récit d'un pauvre philosophe qui avait été expulsé d'une pension bon marché parce qu'il ne pouvait pas payer sa facture.
Mais il avait un rouleau de papier qui dépassait de la poche de son manteau. Qui, après examen, s'est avéré être son plan pour rembourser la dette nationale de l'Angleterre. Sans l'aide d'un sou. Les gens doivent faire comme Cromwell l'a dit. Non seulement faire confiance à la Providence, mais aussi garder la poudre sèche. Faites votre part du travail. Sinon vous ne réussirez pas. Mahomet, une nuit, alors qu'il campait dans le désert, entendit un de ses disciples fatigué dire: Je vais lâcher mon chameau et le confier à Dieu. Non, non, pas du tout, dit le prophète. Attache ton chameau et confie-le à Dieu. Faites tout ce que vous pouvez pour vous-même. Puis faites confiance à la providence, ou à la chance, ou peu importe comment vous l'appelez. Pour le reste, dépendez de vos propres efforts personnels. L'œil de l'employeur vaut souvent plus que les mains d'une douzaine de salariés. Dans la nature des choses, un agent ne peut pas être aussi fidèle à son employeur qu'à lui-même. Beaucoup d'employeurs évoqueront des cas où les meilleurs employés ont négligé des points importants qui n'auraient pas pu échapper à leur propre observation en tant que propriétaire. Aucun homme n'a le droit d'espérer réussir dans la vie s'il ne comprend pas son métier. Et personne ne peut comprendre son métier à fond s'il ne l'apprend par une application et une expérience personnelle. Un homme peut être un fabricant. Il doit apprendre personnellement les nombreux détails de son activité. Il apprendra quelque chose chaque jour et il découvrira qu'il fera des erreurs presque tous les jours. Et ces mêmes erreurs lui sont utiles sous forme d'expérience s'il en tient compte. Il sera comme le marchand de fer-blanc Yankee qui, trompé sur la qualité de l'achat de sa marchandise, disait: Bon, il y a un peu d'informations à gagner chaque jour. Je ne serai plus jamais trompé de cette façon. Guillemets double. Ainsi, un homme achète son expérience. Et c'est la meilleure sorte si elle n'est pas achetée à un prix trop élevé. Je crois que tout homme doit, comme Cuvier, le naturaliste français, connaître parfaitement son métier. Il était si compétent dans l'étude de Histoire naturelle, qu'on pouvait lui apporter l'os, ou même une section d'os d'un animal qu'il n'avait jamais vu décrit, et, en raisonnant par analogie, il serait capable d'en tirer une description photo de l'objet dont l'os avait été prélevé. À une occasion, ses étudiants ont tenté de le tromper. Ils enroulèrent un dans une peau de vache et le placèrent sous la table du professeur comme nouveau spécimen. Lorsque le philosophe entra dans la salle, certains élèves lui demandèrent de quel animal il s'agissait. Soudain, l'animal dit: Je suis le diable et je vais te manger. Il était tout naturel que Cuvier désirât classer cette créature. Et l'examinant attentivement, il dit: Sabot divisé. Graminivore. Cela ne se peut pas. Il savait qu'un animal au sabot fendu doit vivre d'herbe et de céréales, ou d'autres types de végétation, et ne serait pas enclin à manger de la chair, morte ou vivante. Il se considérait donc parfaitement en sécurité. Posséder une parfaite connaissance de votre entreprise est une nécessité absolue pour en assurer le succès. Parmi les maximes de Rothschild aîné, il y en avait une, un paradoxe apparent. Soyez prudent et audacieux. Cela semble être une contradiction dans les termes. Mais ce n'est pas le cas. Et cette maxime contient une grande sagesse. Il s'agit en fait d'un condensé de ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire, vous devez faire preuve de prudence dans l'élaboration de vos plans, mais être audacieux dans leur réalisation. Un homme prudent n'osera jamais s'imposer et réussir. Et un homme qui est tout audace est simplement imprudent et doit finalement échouer. Un homme peut faire de la monnaie et gagner 50 ou 100 000 dollars en spéculant sur les actions en une seule opération. Mais s'il a une simple audace sans précaution, ce n'est qu'un hasard. Et ce qu'il gagne aujourd'hui
Il le perdra demain. Vous devez faire preuve à la fois de prudence et d'audace. Pour assurer le succès, les Rothschild ont une autre maxime. Ne jamais avoir affaire à un homme ou à un lieu malchanceux. C'est-à-dire, n'ayez jamais affaire à un homme ou à un lieu qui ne réussit jamais. Car, même si un homme peut paraître honnête et intelligent, s'il essaie telle ou telle chose et échoue toujours, c'est à cause de quelque chose, faute ou infirmité que vous ne pourrez peut-être pas découvrir mais qui doit néanmoins exister. La chance n'existe pas au monde. Il n'y a jamais eu un homme qui puisse sortir le matin et trouver dans la rue une bourse pleine d'or aujourd'hui, et une autre demain, et ainsi de suite, jour après jour. Il peut le faire une fois dans sa vie. Mais en ce qui concerne la simple chance, il est aussi susceptible de la perdre que de la trouver. Des causes semblables produisent des effets semblables. Si un homme adopte les méthodes appropriées pour réussir, la chance ne l'en empêchera pas. S'il n'y parvient pas, il y a des raisons à cela, même si, peut-être, il ne pourra pas les voir. Utilisez les meilleurs outils. Les hommes qui engagent leurs employés doivent veiller à obtenir le meilleur. Comprenez que vous ne pouvez pas avoir de trop bons outils avec lesquels travailler. Et il n'y a aucun outil sur lequel vous devriez être aussi pointilleux que les outils vivants. Si vous en obtenez un bon, il vaut mieux le garder que de continuer à changer. Il apprend quelque chose chaque jour. Et vous bénéficiez de l'expérience qu'il acquiert. Il vaut plus pour vous cette année que l'année dernière. Et il est le dernier homme dont on se sépare. Pourvu que ses habitudes soient bonnes et qu'il reste fidèle. Si, à mesure qu'il gagne en valeur, il exige une augmentation de salaire exorbitante, à supposer que vous ne puissiez pas vous passer de lui, laissez-le partir. Chaque fois que j'ai un tel employé, je le renvoie toujours. Premièrement, pour le convaincre que sa place peut être prise. Et deuxièmement, parce qu'il ne sert à rien s'il pense qu'il a une valeur inestimable et ne peut être épargné. Mais je le garderai, si possible, afin de bénéficier du fruit de son expérience. Un élément important chez un employé est le cerveau. Vous pouvez voir des factures en haut. Mains recherchées. Mais les mains ne valent pas grand-chose sans les têtes. M. Beecher illustre cela de la manière suivante. Un employé propose ses services en disant: j'ai une paire de mains et un de mes doigts pense. C'est très bien, déclare l'employeur. Un autre homme arrive et dit: il a 2 doigts qui pensent. Ah, c'est mieux. Mais un troisième appelle et dit que tous ses doigts et ses pouces pensent. C'est encore mieux. Finalement, un autre intervient et dit: j'ai un cerveau qui pense. Je pense partout. Je suis un homme qui réfléchit autant qu'un travailleur. Vous êtes l'homme que je veux, déclare l'apostrophe. Employeur ravi. Les hommes qui ont de l'intelligence et de l'expérience sont donc les plus précieux et dont on ne peut pas se séparer facilement. Il est préférable pour eux, ainsi que pour vous, de leur accorder de temps en temps des avances raisonnables sur leur salaire. Ne pas aller au-dessus de votre entreprise. Les jeunes hommes, après avoir terminé leur formation commerciale ou leur apprentissage, au lieu de poursuivre leur métier et de progresser dans leur entreprise, mentent souvent en disant qu'ils ne font rien. Ils disent: j'ai appris mon métier, mais je ne vais pas être un mercenaire. Quel est le but d'apprendre mon métier ou ma profession? À moins que je ne m'établisse. Avez-vous un capital pour commencer? Non, mais je vais l'avoir. Comment vas-tu l'obtenir? Je vais vous le dire confidentiellement. J'ai une vieille tante riche, et elle mourra bientôt. Mais si elle ne le fait pas, j'espère trouver quelque vieillard riche qui me prêtera quelques milliers pour me donner un début. Il suffit d'avoir de l'argent pour commencer. Je m'en sortirai bien. Il n'y a pas de plus grande erreur que lorsqu'un jeune homme croit qu'il réussira avec de l'argent emprunté.
Pourquoi? Parce que l'expérience de chaque homme coïncide avec celle de M. Astor, qui disait, il lui était plus difficile d'accumuler ses premiers $1000 que tous les millions suivants qui constituaient sa fortune colossale. L'argent ne sert à rien à moins que vous n'en connaissiez la valeur par expérience. Donnez $20 000 à un garçon et lancez-le en affaires. Et il y a de fortes chances qu'il perde chaque dollar avant des apostrophes. Avoir un an de plus. C'est comme acheter un billet à la loterie. Et tirer un prix. C'est facile à venir. Facile à partir. Il n'en connaît pas la valeur. Rien ne vaut rien, à moins que cela ne coûte des efforts. Sans abnégation et sans économie. Patience et persévérance. Et en commençant avec un capital que vous n'avez pas gagné, vous n'êtes pas sûr de réussir à accumuler. Les jeunes hommes, au lieu attendre les souliers des morts, devraient se lever et agir. Car il n'y a aucune classe de personnes qui soit aussi peu accommodante à l'égard de la mort que ces riches vieillards. Et il est heureux pour les futurs héritiers que cela se produise. C'est ainsi. Aujourd'hui, 9 hommes riches sur 10 dans notre pays ont commencé leur vie comme des garçons pauvres, dotés d'une volonté déterminée, d'une industrie, d'une persévérance, d'une économie et de bonnes habitudes. Ils ont progressé progressivement, ont gagné leur propre argent, et l'ont économisé. Et c'est le meilleur moyen acquérir une fortune. Stephen Girard a commencé sa vie comme un pauvre garçon de cabine et est mort en valant 9 millions de dollars. À accent grave, Stewart était un pauvre garçon irlandais. Au moment de son décès, il payait des impôts sur 1,5 million de dollars de revenus par an. John Jacob Astor était un pauvre garçon de fermier et il mourut en valant 20 millions. Cornelius Vanderbilt a commencé sa vie en ramant sur un bateau de Staten Island à New York. Maintenant, il a offert à notre gouvernement un bateau à vapeur d'une valeur d'1 million de dollars. Et il est mort pour une valeur de 90 millions. Il n'y a pas de voie royale pour apprendre, dit le proverbe. Et je peux dire qu'il est tout aussi vrai. Il n'y a pas de voie royale pour accéder à la richesse. Mais je pense qu'il existe une voie royale entre les deux. La voie de l'apprentissage est royale. Le chemin qui permet à l'étudiant d'élargir son intellect et d'enrichir chaque jour son stock de connaissances, jusqu'à ce que, dans le processus agréable de croissance intellectuelle, il soit capable de résoudre les problèmes les plus profonds, de compter les étoiles, d'analyser chaque atome de le globe, et pour mesurer le firmament. C'est une route royale, et c'est la seule route qui vaut la peine d'être parcourue. Donc en ce qui concerne la richesse, allez en toute confiance, étudiez les règles, et, surtout étudiez la nature humaine. Car, la véritable étude de l'humanité, c'est l'homme. Et, vous découvrirez qu'en développant l'intellect et les muscles, votre expérience élargie vous permettra chaque jour d'accumuler de plus en plus de capital, qui augmentera lui-même, par l'intérêt et autrement, jusqu'à ce que vous arrivez à un état d'indépendance. Vous constaterez, en général, que les garçons pauvres deviennent riches et que les garçons riches deviennent pauvres. Par exemple, un homme riche, à son décès, laisse un grand domaine à sa famille. Ses fils aînés, qui l'ont aidé à faire fortune, connaissent par expérience la valeur de l'argent, et ils prennent leur héritage, et y ajoutent. Les portions séparées des jeunes enfants sont mises à intérêt, et les petits gars se font tapoter la tête. Et on leur dit 10 fois par jour, vous êtes riches, vous n'aurez jamais à travailler. Vous pourrez toujours avoir ce que vous voudrez, car tu es né avec une cuillère d'or dans la bouche. Le jeune héritier découvre bientôt ce que cela signifie. Il a les plus belles robes et les plus beaux jouets. Il est bourré de bonbons et presque tué par bonté.
Et il passe des apostrophes école en école. Caressé et flatté. Il devient arrogant et vaniteux. Abuse de ses professeurs et prend tout des apostrophes une main haute. Il ne connaît pas la valeur réelle de l'argent. Non, ayant jamais gagné. Mais il sait tout sur le business de la cuillère d'or. Au collège, il invite ses camarades pauvres dans sa chambre, où il les boit et dîne. Il est cajolé et caressé, et qualifié de bon garçon glorieux, parce qu'il est si prodigue avec son argent. Il donne ses soupers de gibier, conduit ses chevaux rapides, invite ses copains aux fêtes et aux soirées. Déterminé à passer beaucoup de bons moments. Il passe la nuit dans des ébats et des débauches. Et entraîne ses compagnons avec la chanson familière. Nous ne rentrerons à la maison que le matin. Il les amène à se joindre à lui pour démonter les panneaux, retirer les portails de leurs gonds et les jeter dans les arrière-cours et les étangs à chevaux. Si la police les arrête, il les renverse, est emmené au cachot et paye joyeusement les factures. Ah, mes enfants, s'écrie-t-il, à quoi sert d'être riche, si vous ne pouvez pas vous amuser? Il pourrait dire plus justement, si vous ne pouvez pas vous ridiculiser. Mais il est rapide, déteste les choses lentes et ne s'en rend pas compte. Les jeunes hommes chargés de l'argent des autres sont presque sûrs de perdre tout ce dont ils héritent. Et ils acquièrent toutes sortes de mauvaises habitudes qui, dans la plupart des cas, dans ce pays, une génération se succède. Et les pauvres d'aujourd'hui sont riches dans la génération suivante. Ou dans la troisième. Leur expérience les conduit à avancer. Et ils deviennent riches, et laissent de vastes richesses à leurs jeunes enfants. Ces enfants, ayant été élevés dans le luxe, sont inexpérimentés et deviennent pauvres. Et après une longue expérience, une autre génération arrive, et rassemble à son tour des richesses. Et ainsi, l'histoire se répète. Et elle est heureuse. Celui qui, en écoutant l'expérience des autres, évite les rochers et les écueils sur lesquels tant de personnes ont fait naufrage. Josh Billings dit, la nécessité a engendré l'invention. Invention a engendré la commodité. La commodité a engendré le plaisir. Le plaisir a engendré le luxe. Le luxe a engendré émeute et la maladie, qui entre eux a engendré la pauvreté. Et la pauvreté a engendré à nouveau la nécessité. En Angleterre, les affaires font l'homme. Si un homme dans ce pays est un mécanicien ou un ouvrier, il n'est pas reconnu comme un gentleman. À l'occasion de ma première comparution devant la reine Victoria, le duc de Wellington me demanda dans quel domaine de la vie se trouvaient les parents du général Tom Thumb. Son père est charpentier. Répondis-je. Oh, j'avais entendu dire qu'il était un gentleman. Fut la réponse de sa grâce. Dans ce pays républicain, c'est l'homme qui fait les affaires. Qu'il soit forgeron, cordonnier, agriculteur, banquier ou avocat. Tant que son activité est légitime, il peut être un gentleman. Ainsi, toute entreprise, légitime, est une double bénédiction. Elle aide l'homme qui s'y consacre et aide également les autres. Le fermier fait vivre sa propre famille. Mais il profite également aux commerçants ou aux mécaniciens qui a besoin des produits de sa ferme. Le tailleur ne vit pas seulement de son métier. Mais il profite également aux fermiers, aux clergés et à tous ceux qui ne peuvent pas confectionner leurs propres vêtements. Mais toutes ces classes d'hommes peuvent être des gentlemen. La grande ambition devrait être de surpasser tous ceux qui exercent le même métier. L'étudiant qui était sur le point d'obtenir son diplôme dit à un vieil avocat, « Je n'ai pas encore décidé quelle profession je vais exercer. Votre profession est-elle pleine? Le sous-sol est très fréquenté. Mais il y a beaucoup de place à l'étage. » Fut la réponse pleine d'esprit et véridique. Aucune profession
Aucun métier ou vocation n'est surpeuplé. À l'étage supérieur. Partout où vous trouvez le commerçant ou le banquier le plus honnête et le plus intelligent. Ou le meilleur avocat. Le meilleur médecin. Le meilleur ecclésiastique. Le meilleur cordonnier. Le meilleur charpentier. Ou quoi que ce soit d'autre. Cet homme est le plus recherché et a toujours assez à faire. En tant que nation, les Américains sont trop superficiels. Ils s'efforcent de s'enrichir rapidement et ne mènent généralement pas leurs affaires de manière aussi substantielle et approfondie qu'ils le devraient. Mais quiconque surpasse tous les autres dans son domaine, si ses habitudes sont bonnes et son intégrité sans aucun doute, ne peut manquer d'assurer un patronage abondant, et la richesse qui en découle naturellement. Que votre devise soit alors toujours « Excelsior ». Car en la respectant, il n'y a pas de mot d'échec. Apprenez quelque chose utile. Tout homme devrait faire apprendre à son fils ou à sa fille un métier ou une profession. Afin qu'en ces jours de fortune changeante, où ils sont riches aujourd'hui et pauvres demain, ils puissent avoir quelque chose de tangible sur lequel s'appuyer. Cette disposition pourrait sauver de la misère de nombreuses personnes qui, par un coup de fortune inattendu, ont perdu tous leurs moyens. Laissez l'espoir prédominer. Mais ne soyez pas trop visionnaires. Beaucoup de personnes restent toujours pauvres parce qu'elles sont trop visionnaires. Chaque projet leur apparaît comme une réussite certaine. Et c'est pourquoi ils passent d'un métier à l'autre. Toujours dans l'eau chaude. Toujours, sous la herse. Le plan de « compter les poulets avant qu'ils éclosent » est une erreur de date ancienne. Mais il ne semble pas s'améliorer avec l'âge. Ne diffusez pas vos pouvoirs. Engagez-vous dans un seul type d'entreprise et tenez-vous y fidèlement jusqu'à ce que vous réussissiez ou jusqu'à ce que votre expérience vous montre que vous devriez l'abandonner. Un martèlement constant sur un clou le ramènera généralement enfin à sa place, afin qu'il puisse être décroché. Lorsque toute l'attention d'un homme est centrée sur un seul objet, son esprit suggère constamment des améliorations de valeur qui lui échapperaient si son cerveau était occupé par une douzaine de sujets différents à la fois. Bien des fortunes ont échappé à un homme, parce qu'il exerçait trop des occupations à la fois. Il y a du bon sens dans la vieille prudence contre le fait de mettre trop de fer au feu à la fois. Soyez systématique. Les hommes devraient être systématiques dans leurs affaires. Celui qui fait ses affaires selon des règles, ayant un temps et un lieu pour tout, et accomplissant son travail promptement, accomplira 2 fois plus, et avec la moitié de la peine de celui qui le fait avec négligence et négligence. En introduisant un système dans toutes vos transactions, en faisant une chose à la fois, en respectant toujours vos rendez-vous avec ponctualité, vous trouvez des loisirs pour le passe-temps et la récréation. Tandis que l'homme qui ne fait qu'à moitié une chose, puis se tourne vers autre chose et ne fait qu'à moitié cela, aura ses affaires en suspens et ne saura jamais quand sa journée de travail est terminée. Bien entendu, il y a une limite à toutes ces règles. Il faut essayer de préserver le juste milieu. Car il est possible d'être trop systématique. Il y a par exemple des hommes et des femmes qui rangent leurs objets avec tant de soin qu'ils ne les retrouvent jamais. Cela ressemble trop à la formalité des formalités administratives. À Washington et au Bureau de circonlocution de M. Dickens. Toute théorie et aucun résultat. Lorsque l'Astor House a été créé à New York, c'était sans aucun doute le meilleur hôtel du pays. Les propriétaires avaient beaucoup appris en Europe en matière d'hôtels, et les propriétaires étaient fiers du système rigide qui imprégnait chaque département de leur grand établissement. Quand midi était arrivé, et qu'il y avait un certain nombre d'invités autour, l'un des propriétaires disait « Touchez cette cloche, John », et en 2 minutes 60 domestiques, un seau d'eau dans chaque main,
se présenterait dans la salle. Ceci, dit l'aubergiste en s'adressant à ses invités, c'est notre sonnette d'incendie. Elle vous montrera que nous sommes en sécurité ici. Nous faisons tout systématiquement. C'était avant que l'eau de Croton ne soit introduite dans la ville. Mais ils ont parfois poussé leur système trop loin. Un jour, alors que l'hôtel était bondé de clients, l'un des serveurs fut soudainement indisposé. Et bien qu'il y ait 50 serveurs dans l'hôtel, le propriétaire pensa qu'il devait avoir tout son effectif. Sinon son système serait perturbé. Juste avant l'heure du dîner, il s'est précipité dans les escaliers et a dit: il doit y avoir un autre serveur. Il me manque un serveur. Que puis-je faire? Il a vu par hasard Boots, l'Irlandais. Pat, dit-il, lavez-vous les mains et le visage. Prenez ce tablier blanc et entrez dans la salle à manger dans 5 minutes. Bientôt Pat apparut comme demandé. Et le propriétaire dit: maintenant Pat, tu dois te tenir derrière ces 2 chaises et servir les messieurs. Qui les occuperont? As-tu déjà agi comme serveur? Je sais tout. Bien sûr. Mais je ne l'ai jamais fait. Comme le pilote irlandais. Un jour, alors que le commandant de bord, pensant qu'il s'était considérablement écarté de sa trajectoire, lui demanda: êtes-vous certain de comprendre ce que vous faites? Pat a répondu: bien sûr, et je connais tous les rochers du canal. À ce moment-là, un bang a cogné le navire contre un rocher. Ah, des bijabbers. Et celui-là en fait partie. Continua le pilote. Mais revenons à la salle à manger. Pat, dit l'aubergiste. Ici nous faisons tout systématiquement. Il faut d'abord donner à chacun une assiette de soupe à chacun des messieurs. Et quand ils auront fini, demandez-leur ce qu'ils auront ensuite. Pat a répondu: ah, et je comprends parfaitement les vertus du système. Très vite, les invités arrivèrent. Les assiettes de soupe étaient placées devant eux. L'un des 2 messieurs de Pat a mangé sa soupe. Autre s'en fichait. Il dit: garçon, enlevez cette assiette et apportez-moi du poisson. Pat regarda l'assiette de soupe non goûtée. Et, se souvenant des instructions du propriétaire concernant le système, répondit: pas avant que vous ayez mangé votre soupe. Bien sûr, cela allait trop loin dans le système. Lisez les journaux. Prenez toujours un journal digne de confiance et tenez-vous ainsi au courant des transactions du monde. Celui qui n'a pas de journal est coupé de son espèce. En ces jours de télégraphe et de vapeur, de nombreuses inventions et améliorations importantes sont réalisées dans toutes les branches du commerce. Et celui qui ne consulte pas les journaux se retrouvera bientôt, lui et son entreprise, dans le froid. Attention aux opérations extérieures. On voit parfois des hommes qui ont fait fortune devenir subitement pauvres. Dans de nombreux cas, cela résulte de l'intempérance, et souvent du jeu, et d'autres mauvaises habitudes. Cela se produit souvent parce qu'un homme a été engagé dans des opérations extérieures, d'une sorte ou d'une autre. Lorsqu'il s'enrichit grâce à ses affaires légitimes, on lui parle d'une grande spéculation où il peut gagner une vingtaine de milliers. Il est constamment flatté par ses amis, qui lui disent qu'il est né chanceux, que tout ce qu'il touche se transforme en or. Maintenant, s'il oublie que ses habitudes économiques, sa rectitude de conduite et son attention personnelle pour une affaire qu'il comprenait ont causé son succès dans la vie, il écoutera les voix des sirènes. Il dit: je vais investir 20 000 $. J'ai eu de la chance. Et ma chance me rapportera bientôt 60 000 $. Quelques jours s'écoulent et on découvre qu'il doit mettre 10 000 $ de plus. Peu après, on lui dit: tout va bien. Mais certaines choses non prévues nécessitent une avance de 20 000 $ de plus. Ce qui lui rapportera une riche somme.
récolte. Mais avant que le moment soit venu de s'en rendre compte, la bulle éclate. Il perd tout ce qu'il possède. Et alors il apprend ce qu'il aurait dû savoir au début. À savoir que, quel que soit le succès qu'un homme puisse avoir dans sa propre entreprise, s'il se tourne vers à partir de là et s'engage mal dans une affaire qu'il ne comprend pas, il est comme sans son camp, dépouillé de ses cheveux. Ses forces sont parties. Et il devient comme les autres hommes. Si un homme a beaucoup d'argent, il devrait investir quelque chose dans tout ce qui semble promettre le succès. Et cela profitera probablement à l'humanité. Mais que les sommes ainsi placées soient d'un montant modéré. Et qu'on ne laisse jamais un homme commettre bêtement une fortune qu'il a légitimement gagnée, en l'investissant dans des choses dans lesquelles il n'a aucune expérience. Ne pas endorser sans garantie. J'estime qu'aucun homme ne devrait jamais endosser un billet ou devenir une garantie pour un homme. Que ce soit son père ou son frère. Dans une mesure plus grande qu'il ne peut se permettre de perdre et de ne se soucier de rien, sans en prendre bonne note. Sécurité. Voici un homme qui vaut $20 000. Il exerce un commerce manufacturier ou commercial florissant. Vous êtes à la retraite et vivez de votre argent. Il vient vers vous et vous dit: vous savez que je vaux $20 000 et que je ne dois pas $1. Si j'avais $5 000 en espèces, je pourrais acheter un lot particulier de marchandises et doubler mon argent en un rien de temps. Quelques mois. Allez-vous endosser ma note pour ce montant? Vous réfléchissez qu'il vaut $20 000. Et vous ne courez aucun risque en endossant son billet. Vous aimez les bergers. Et vous prêtez votre nom sans prendre la précaution de vous faire cautionner. Peu de temps après, il vous montre le billet avec votre endossement annulé et vous dit, probablement avec raison, qu'il a réalisé le profit qu'il espérait par l'opération. Vous réfléchissez que vous avez fait une bonne action. Et cette pensée vous fait sentir heureux. Peu à peu, la même chose se reproduit et vous recommencez. Vous avez déjà fixé dans votre esprit l'impression qu'il est parfaitement sûr d'endosser ces notes sans sécurité. Mais le problème, c'est que cet homme gagne de l'argent trop facilement. Il lui suffit d'apporter votre billet à la banque, de le faire escompter et de prendre l'argent. Il obtient de l'argent pour le moment sans effort, sans inconvénient pour lui-même. Marquez maintenant le résultat. Il voit une opportunité de spéculation en dehors de son entreprise. Un investissement temporaire de seulement $10 000 est requis. Il est sûr de revenir avant l'échéance d'un billet à la banque. Il place devant vous une note correspondant à ce montant. Vous le signez presque machinalement. Être fermement convaincu que votre ami est responsable et digne de confiance. Vous approuvez ces notes comme une évidence. Malheureusement, la spéculation n'atteint pas son paroxysme aussitôt que prévu. Et un autre billet de $10 000 doit être escompté pour pouvoir récupérer le dernier à son échéance. Avant que ce billet n'arrive à échéance, la spéculation s'est révélée un échec total et tout l'argent est perdu. Le perdant dit-il à son ami l'endosseur qu'il a perdu la moitié de sa fortune? Pas du tout. Il ne mentionne même pas qu'il a spéculé. Mais il est devenu excité. L'esprit de spéculation s'est emparé de lui. Il voit les autres gagner ainsi de grosses sommes. On entend rarement parler des perdants. Et, comme les autres spéculateurs, il cherche son argent là où il le perd. Il essaie à nouveau. L'endossement de notes est devenu chronique chez vous. Et à chaque perte, il obtient votre signature pour le montant qu'il souhaite. Finalement, vous découvrez que votre ami a perdu tous ses biens et tous les vôtres. Vous êtes accablé d'étonnement et de chagrin. Et vous dites, c'est une chose difficile. Mon ami ici présent m'a perdu. Mais, il faut ajouter, je l'ai perdu.
Si vous aviez dit en premier lieu, je vous accommoderai, mais je n'approuve jamais sans prendre une garantie suffisante. Il n'aurait pas pu aller au-delà de la longueur de son lien. Et il n'aurait jamais été tenté de s'éloigner de ses affaires légitimes. C'est donc une chose très dangereuse. À accent grave. Tout moment. De laisser les gens s'emparer trop facilement de l'argent. Cela les incite à des spéculations hasardeuses. Sinon plus. Salomon a dit avec raison. Celui qui est le cautionnement est sûr. Ainsi en est-il du jeune homme qui se lance en affaires. Faites-lui comprendre la valeur de l'argent en le gagnant. Lorsqu'il en comprendra la valeur, graissez-lui un peu les rouages pour l'aider à démarrer une entreprise. Mais rappelez-vous que les hommes qui obtiennent de l'argent avec trop de facilité ne peuvent pas facilement réussir. Vous devez obtenir les premiers dollars en faisant des coups durs et au prix de certains sacrifices, afin d'apprécier la valeur de ces dollars. Annoncez votre entreprise. Nous dépendons tous, plus ou moins, du public pour notre soutien. Nous faisons tous du commerce avec le public. Avocats, médecins, cordonniers, artistes, forgerons, forains, chanteurs d'opéra, présidents de chemin de fer et professeurs d'université. Ceux qui traitent avec le public doivent veiller à ce que leur bien ait de la valeur, qu'ils sont authentiques et donneront satisfaction. Lorsque vous recevez un article dont vous savez qu'il plaira à vos clients et que lorsqu'ils l'auront essayé, ils sentiront qu'ils en ont pour leur argent, alors faites savoir que vous l'avez. Faites attention à en faire la publicité sous une forme ou une autre, car il est évident que si un homme a un très bon article à vendre et que personne ne le sait, cela ne lui rapportera aucun retour. Dans un pays comme celui-ci, où presque tout le monde lit et où les journaux paraissent et circulent à raison de 5 à 200 000 exemplaires, il serait très imprudent de ne pas profiter de ce canal pour atteindre le public par la publicité. Un journal entre dans la famille et est lu par la femme et les enfants, ainsi que par le chef de la maison. Par conséquent, des centaines et des milliers de personnes peuvent lire votre annonce pendant que vous vous occupez de vos affaires courantes. Beaucoup, peut-être, le lisent pendant que vous dormez. Toute la philosophie de la vie consiste à semer, d'abord, puis à récolter. C'est ainsi que procède l'agriculteur. Il plante ses pommes de terre et son maïs, sème son grain, puis va qu'à autre chose. Et le moment vient où il récolte. Mais il ne récolte jamais d'abord et sème ensuite. Ce principe s'applique à toutes sortes d'entreprises. Et rien de plus éminemment qu'à la publicité. Si un homme possède un article authentique, il n'y a aucun moyen pour lui de récolter plus avantageusement qu'en semant de cette manière pour le public. Il doit bien sûr avoir un article vraiment bon et qui plaira à ses clients. Tout ce qui est fallacieux ne réussira pas de façon permanente parce que le public est plus sage que beaucoup ne l'imaginent. Les hommes et les femmes sont égoïstes et nous préférons tous acheter là où nous pouvons en avoir le plus pour notre argent et nous essayons de savoir où nous pouvons le plus sûrement le faire. Vous pouvez annoncer un article fallacieux et inciter de nombreuses personnes à l'appeler et à l'acheter une fois. Mais ils vous dénonceront comme un imposteur et un escroc. Et votre entreprise s'éteindra progressivement et vous laissera pauvre. C'est juste. Peu de gens peuvent compter en toute sécurité sur les coutumes fortuites. Vous devrez inciter vos clients à revenir et à acheter à nouveau. Un homme m'a dit, j'ai essayé de faire de la publicité et je n'ai pas réussi. Pourtant j'ai un bon article. J'ai répondu, mon ami, il peut y avoir des exceptions à une règle générale. Mais comment faire de la publicité? Je l'ai publié 3 fois dans un hebdomadaire et je l'ai payé $1,50. J'ai répondu, monsieur, la publicité, c'est comme apprendre. Un peu est une chose dangereuse.
Un écrivain français dit que le lecteur d'un journal ne voit pas la première insertion d'une annonce ordinaire. Il voit la deuxième insertion, mais ne lit pas la troisième insertion. Il lit la quatrième insertion. Il regarde le prix, la cinquième insertion. Il en parle à sa femme. La sixième insertion. Il est prêt à acheter. Et la septième insertion. Il achète. Votre objectif en matière de publicité est de faire comprendre au public ce que vous avez à vendre. Et si vous n'avez pas le courage de continuer à faire de la publicité jusqu'à ce que vous ayez transmis cette information, tout l'argent que vous avez dépensé est perdu. Vous êtes comme celui qui a dit à ce monsieur que, s'il lui donnait 10 cents, cela lui permettrait d'économiser $1. Comment puis-je vous aider autant avec une si petite somme? Demanda le monsieur surpris. J'ai commencé ce matin. Octal, gars, avec la pleine détermination de me saouler. Et j'ai dépensé mon seul $1 pour accomplir mon objectif. Et il n'a pas encore tout à fait réussi. 10 cents de plus de whisky suffirait. Et de cette manière, j'économiserai le $1 déjà dépensé. Ainsi, un homme qui fait de la publicité doit continuer jusqu'à ce que le public sache qui il est, ce qu'il est et quelle est son activité. Sinon l'argent investi dans la publicité est perdu. Certains hommes ont un génie particulier pour rédiger une publicité percutante, qui captera l'attention du lecteur au premier regard. Ce tact donne bien entendu un grand avantage à l'annonceur. Parfois un homme se rend populaire par une enseigne unique ou une curieuse exposition dans sa vitrine. Récemment j'ai observé une enseigne pivotante s'étendant sur le trottoir devant un magasin, sur laquelle était inscrite en lettres simples, ne pas lire l'autre côté. Bien sûr que je l'ai fait. Et tout le monde aussi. Et j'ai appris que cet homme avait acquis son indépendance en attirant d'abord le public vers son entreprise de cette manière, puis en utilisant ensuite judicieusement ses clients. Genin, le chapelier, a acheté le premier billet de Jenny Lind aux enchères pour $225, car il savait que ce serait une bonne publicité pour lui. Qui est l'enchérisseur? Dit le commissaire-priseur, en faisant tomber ce billet à Castle Garden. Genin, le chapelier, fut la réponse. Il y avait là des milliers de personnes venant de la 5e avenue et de villes lointaines, dans les plus hautes stations de la vie. Qui est Genin, le chapelier? S'exclamèrent-ils. Ils n'avaient jamais entendu parler de lui auparavant. Le lendemain matin, les journaux et le télégraphe avaient fait circuler les faits du Maine jusqu'au Texas. Et de 5 à 10 millions de personnes avaient lu que les billets vendus aux enchères pour le premier concert de Jenny Lind s'élevaient à environ $20 000, et qu'un seul billet était vendu aux enchères. Vendu $225 à Genin, le chapelier. Dans tout le pays, les hommes ont involontairement enlevé leur chapeau pour voir s'il avait un chapeau, Genin, sur la tête. Dans une ville de l'Iowa, on a découvert que parmi la foule autour du bureau de poste, il y avait un homme qui portait un chapeau, Genin. Et il l'a montré, en triomphe, bien qu'il soit usé et ne valait pas 200. Eh bien, s'est exclamé un homme. Vous avez un vrai chapeau, Genin. Quel chanceux vous êtes. Un autre homme a dit. Accrochez-vous à ce chapeau. Il sera un héritage précieux pour votre famille. Un autre homme dans la foule, qui semblait envier le possesseur de cette bonne fortune, dit. Venez, donnez-nous à tous une chance. Mettez-le aux enchères. Il l'a fait. Et l'objet a été vendu comme souvenir pour $9,50. Quelle a été la conséquence pour M. Genin? Il vendait 10 000 chapeaux supplémentaires par an. Les 6 premières années, les 9/10 des acheteurs achetaient chez lui. Probablement par curiosité. Et beaucoup d'entre eux, constatant qu'il leur en donnait pour
leur argent, devinrent ses clients réguliers. Cette nouvelle publicité a d'abord attiré leur attention. Puis, comme il avait fait un bon article, ils sont revenus. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde devrait faire de la publicité, comme l'a fait M. Genin. Mais je dis que si un homme a des biens à vendre, et qu'il n'en fait pas de publicité d'une manière ou d'une autre, il y a de fortes chances qu'un jour le shérif le fasse à sa place. Je ne dis pas non plus que tout le monde doit faire de la publicité dans un journal, ni même utiliser l'encre d'imprimerie. Au contraire, bien que cet article soit indispensable dans la majorité des cas, les médecins et les ecclésiastiques, et parfois les avocats, et quelques autres, peuvent atteindre le public plus efficacement par d'autres moyens. Mais il est évident qu'ils doivent être connus d'une manière ou d'une autre. Sinon, comment pourraient-ils être soutenus? Soyez polis et gentils avec vos clients. La politesse et la courtoisie sont le meilleur capital jamais investi dans les affaires. Les grands magasins, les enseignes dorées, les publicités enflammées, se révéleront inutiles si vous ou vos employés traitez vos clients de manière brusque. La vérité est que plus un homme est bon et libéral, plus la protection qui lui sera accordée sera généreuse. Le semblable engendre le semblable. L'homme qui donne la plus grande quantité de biens, d'une qualité correspondante pour le moins d'argent, tout en se réservant un profit, réussira généralement mieux à long terme. Cela nous amène à la règle d'or. Ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, et ils feront mieux avec vous que si vous les traitiez toujours comme si vous vouliez tirer le meilleur parti de vous. Eux pour le moindre retour. Les hommes qui font de bonnes affaires avec leurs clients, agissant comme s'ils ne s'attendaient jamais à les revoir, ne se tromperont pas. Ils ne les voient plus jamais comme clients. Les gens n'aiment pas payer et se faire expulser également. Un des huissiers de mon musée m'a dit un jour qu'il avait l'intention de fouetter un homme qui se trouvait dans la salle de conférence dès sa sortie. Pourquoi? J'ai demandé. Parce qu'il a dit que je n'étais pas un gentleman. Répondit l'huissier. Peu importe, répondis-je. Il paye pour cela. Et vous ne le convaincrez pas que vous êtes un gentleman en le fouettant. Je ne peux pas me permettre de perdre un client. Si vous le fouettez, il ne reviendra plus jamais au musée. Et il incitera ses amis à l'accompagner dans d'autres lieux de divertissement au lieu de celui-ci. Et ainsi, vous voyez, je serai un sérieux perdant. Mais il m'a insulté, murmura l'huissier. Exactement, répondis-je. Et s'il était propriétaire du musée et que vous aviez payé pour le privilège de le visiter, et qu'il vous avait ensuite insulté, il y aurait peut-être une raison pour que vous lui en vouliez. Mais dans ce cas, il est le homme qui paye, tandis que nous recevons. Et vous devez donc supporter ses mauvaises manières. Mon huissier remarqua en riant que c'était, sans aucun doute, la vraie politique. Mais il a ajouté qu'il ne devrait pas s'opposer à une augmentation de salaire s'il risquait d'être abusé pour promouvoir mes intérêts. Soyez charitable. Bien sûr, les hommes doivent être charitables, car c'est un devoir et un plaisir. Mais même sur le plan politique, si vous n'avez pas de motivation plus élevée, vous constaterez que l'homme libéral commandera le favoritisme, tandis que l'avare sordide et peu charitable sera évité. Salomon dit, il y a celui qui disperse et pourtant augmente, et il y a celui qui retient plus que ce qui est nécessaire, mais qui tend à la pauvreté. Bien sûr, la seule véritable charité est celle qui vient du cœur. La meilleure forme de charité est d'aider ceux qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. L'aumône promiscuité, sans enquête sur la valeur du demandeur, est mauvaise dans tous les sens du terme. Mais rechercher et aider tranquillement ceux qui luttent pour eux-mêmes est le genre de choses qui disperse et pourtant augmente.
Mais ne tombez pas dans l'idée que pratique certains de donner une prière au lieu d'une pomme de terre et une bénédiction au lieu du pain à celui qui a faim. Il est plus facile de faire des chrétiens le ventre plein que le ventre vide. Ne blabez pas. Certains hommes ont la stupide habitude de révéler leurs secrets d'affaires. S'ils gagnent de l'argent, ils aiment raconter à leurs voisins comment cela a été fait. Cela n'apporte rien et, bien souvent, on perd beaucoup. Ne dites rien de vos profits, de vos espoirs, de vos attentes, de vos intentions. Et cela devrait s'appliquer aussi bien aux lettres qu'à la conversation. Goethe fait dire à Méphistophile: n'écrivez jamais de lettres et n'en détruisez jamais. Les hommes d'affaires doivent écrire des lettres, mais ils doivent faire attention à ce qu'ils y mettent. Si vous perdez de l'argent, soyez particulièrement prudent, et n'en parlez pas, sinon vous perdrez votre réputation. Préservez votre intégrité. Il est plus précieux que les diamants ou les rubis. Le vieil avare disait à ses fils: obtenez de l'argent. Obtenez-le honnêtement si vous le pouvez. Mais obtenez de l'argent. Ce conseil était non seulement atrocement méchant, mais c'était l'essence même de la bêtise. C'était autant dire: si vous avez du mal à obtenir de l'argent honnêtement, vous pouvez facilement l'obtenir de manière malhonnête. Pauvre imbécile. Sans savoir que le plus difficile dans la vie, c'est de gagner de l'argent de manière malhonnête. Ne pas savoir que nos prisons sont pleines d'hommes qui ont tenté de suivre ce conseil. Ne pas comprendre qu'aucun homme ne peut être malhonnête sans être rapidement découvert. Et que lorsque son manque de principe est découvert, presque toutes les voies du succès lui sont fermées à jamais. Le public évite à juste titre tous ceux dont l'intégrité est mise en doute. Aussi poli, agréable et accommodant qu'un homme puisse être, aucun de nous n'ose avoir affaire à lui s'il soupçonne de faux poids et mesures. La stricte honnêteté est non seulement à la base de toute réussite dans la vie, financièrement, mais à tous les autres égards. Une intégrité de caractère sans compromis est inestimable. Il assure à son propriétaire une paix et une joie qui ne peuvent être obtenues sans lui et qu'aucune somme d'argent, aucune maison ou terre ne peut acheter. Un homme connu pour être strictement honnête peut être très pauvre, mais il a à sa disposition les bourses de toute la communauté. Car chacun sait que s'il promet de rendre ce qu'il emprunte, il ne les décevra jamais. Par conséquent, par simple question d'égoïsme, si un homme n'avait pas de motif plus élevé pour être honnête, tous trouveraient que la maxime du docteur Franklin ne peut jamais manquer d'être vraie, selon laquelle l'honnêteté est la meilleure politique. Devenir riche n'équivaut pas toujours à réussir. Il y a beaucoup d'hommes riches et pauvres, tandis qu'il y en a beaucoup d'autres, des hommes et des femmes honnêtes et pieux, qui n'ont jamais possédé autant d'argent que certains riches en gaspillent en une semaine, mais qui sont néanmoins en réalité plus riches et plus heureux qu'aucun homme ne peut le faire. Jamais alors qu'il est un transgresseur des lois supérieures de son être. L'amour démesuré de l'argent, sans aucun doute, peut être et est la racine de tous les maux. Mais l'argent lui-même, lorsqu'il est utilisé correctement, n'est pas seulement une chose pratique à avoir dans la maison, mais il offre la satisfaction de bénir notre vie race en permettant à son propriétaire d'élargir la portée du bonheur humain et de l'influence humaine. Le désir de richesse est presque universel, et personne ne peut dire qu'il n'est pas louable, à condition que celui qui la possède accepte ses responsabilités et l'utilise comme un ami de l'humanité. L'histoire de l'argent, qu'est le commerce, est une histoire de civilisation. Et partout où le commerce a été le plus florissant, là aussi est l'apostrophe. Art et la science ont produit les fruits les plus nobles. En fait, d'une manière générale, ceux qui gagnent de l'argent sont les bienfaiteurs de notre race. C'est à eux que nous devons
dans une large mesure, nos institutions d'enseignement et d'art, nos académies, nos collèges et nos églises. Ce n'est pas un argument contre le désir ou la possession de richesses que de dire qu'il y a parfois des avares qui thésaurisent de l'argent uniquement pour le plaisir de le thésauriser et qui n'ont pas d'aspiration plus élevée que de s'emparer de tout ce qui est à leur portée. De même qu'il y a parfois des hypocrites en religion et des démagogues en politique. De même il y a parfois des avares parmi ceux qui gagnent de l'argent. Mais ce ne sont là que des exceptions à la règle générale. Mais quand, dans ce pays, nous rencontrons une nuisance et une pierre d'achoppement comme l'avare, nous nous souvenons avec gratitude qu'en Amérique nous n'avons pas de loi sur la primogéniture. Et que, selon le cours de la nature, le temps viendra où la poussière accumulée disparaîtra, être dispersée pour le bien de l'humanité. C'est pourquoi je dis à tous les hommes et à toutes les femmes en toute conscience, gagnez de l'argent honnêtement, et pas autrement, car Shakespeare a dit avec raison, celui qui veut de l'argent, des moyens et du contentement n'a pas trois bons amis. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des enregistrements à venir. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. La vidéo et l'audio sont protégés par Copyright 2023. Master Key Society.